Bien, bonsoir à tous. Je vous propose de démarrer dès maintenant ce séminaire qui va être consacré aux innovations contractuelles dans le secteur de l'eau, le cas de la métropole européenne de Lille. Et on est très heureux d'accueillir pour en discuter Tristan Mathieu, qui est directeur des affaires publiques, de la responsabilité sociétale des entreprises et du développement durable chez Veolia Eau France. Donc, il nous dira peut-être un petit peu plus ce que ça veut dire, ce titre à rallonge. Alors pourquoi ce thème ce soir, concrètement? Ce qui s'est passé, c'est qu'avec les sécheresses de 2022 et 2023, on s'est rendu compte de quelque chose qu'on savait déjà très largement, mais qu'on avait pas mal occulté, c'est qu'on assiste à une raréfaction de la ressource en eau en France. Dans un contexte où, dans le même temps, on a des taux de fuite en France sur les réseaux qui sont d'environ 20% en moyenne, avec un écart type assez fort, donc avec des collectivités, des services plus précisément, qui peuvent aller jusqu'à 40%, 50% de taux de fuite, avec des projections sur les besoins en eau d'ici 2050 qui considèrent qu'on va devoir multiplier par 2 la consommation d'eau en France, et avec des besoins en investissement qui sont évalués à entre 3 et 4 milliards d'euros par an jusqu'en 2040, juste pour la partie distribution d'eau. Donc un mur d'investissement qui s'annonce devant nous. Et dans le même temps, on est dans un secteur où le modèle économique pose question. Le modèle économique pose question en ce qui concerne les concessionnaires, pour lesquels les revenus sont adossés sur les quantités vendues. Donc dans un monde où on entre vers plus de sobriété et moins de quantité d'eau, on aimerait réduire les quantités d'eau qui sont consommées, c'est pas forcément le meilleur modèle économique à mettre en place. Et puis plus largement, sans parler des concessionnaires, même pour les services qui sont gérés en régie, si vous cherchez à réduire les quantités d'eau qui sont vendues, vous réduisez les recettes du service. Si vous réduisez les recettes du service, vous réduisez les capacités à investir sur le réseau pour réduire les fuites. Et donc on est dans une impasse, en tout cas à tarif fixé, à tarif de l'eau fixé, on est un peu dans une impasse économique. Et donc, il était intéressant de réfléchir aux innovations contractuelles qu'on pouvait mettre en place pour essayer de résoudre ce dilemme. Et c'est pour ça qu'il nous paraissait intéressant de parler aujourd'hui du cas de la métropole européenne de Lille, parce que ce cas est présenté comme une innovation radicale ou pas, on verra. En tout cas, radicale par la presse. Et donc, on est très heureux d'accueillir Tristan Mathieu pour en parler et pour nous présenter ce nouveau modèle. Merci beaucoup Stéphane de la présentation. Eh bien, écoutez, je suis très heureux d'être ici avec vous pour vous présenter en effet ce cas-là. Alors, pour répondre à la question du professeur Saussier sur le titre à rallonge, en effet, il l'est. En fait, au sein de Veolia, vous avez différents types d'activités, différents types de métiers. Évidemment, les sujets d'énergie, les sujets de déchets. On a une filiale aussi Veolia Agriculture qui s'occupe d'accompagner le monde agricole dans la transition écologique, et le métier de l'eau et de l'assainissement est regroupé dans une entité au sein de Veolia France. Veolia France, c'est 42 000 salariés. Et moi, dans Veolia France, j'ai donc cette lourde charge d'être directeur des affaires publiques, du développement durable et de la RSE. Ça veut dire qu'on lie à la fois les affaires publiques et la relation avec les parties prenantes, notamment, ce qui est assez logique. Donc Veolia est très axé sur le dialogue avec les parties prenantes. On a différents types d'instances dans lesquelles on discute avec nos parties prenantes. On a différents types de partenariats qu'on adresse et qu'on signe avec nos parties prenantes. On vient de signer avec la Fédération de la pêche. On a des relations avec le monde du sport. Donc avec des sujets sur lesquels il n'y a pas, je dirais, d'enjeux de chiffre d'affaires, mais dans lequel il y a des enjeux de montrer, d'abord de discuter et de montrer l'utilité d'une entreprise comme Veolia au service des parties prenantes, et de l'environnement. Donc il y a une forme de logique, je dirais, dans cette passerelle. Alors le contrat de Lille, Stéphane l'a dit, la métropole de Lille s'est retrouvée face à une problématique de raréfaction de ses ressources en eau, comme beaucoup de collectivités finalement en France aujourd'hui, puisque les projections qui sont faites sur le territoire français amènent parfois des baisses des niveaux d'étiage de l'ordre de 40% dans certains grands fleuves. Et on constate à peu près partout en France, dans les projections, une raréfaction de la ressource.
Et cette ressource, elle est comprise désormais par les Français comme étant stratégique pour le développement. On a des baromètres qui nous montrent par exemple que les 2 tiers des Français, un peu plus même, considèrent que l'inaction en matière de transition écologique coûtera plus cher que l'action, et on a d'autres sondages qui montrent que ce sentiment de risque lié à l'eau, d'exposition à l'eau, soit le trop d'eau, les inondations, soit le pas assez d'eau, les sécheresses, à des fréquences parfois très rapprochées. Et quand on dit ça, moi je pense à l'Espagne, parce qu'en Espagne on a vu les épisodes dramatiques qui ont lieu à Valence, et à Valence c'était une très forte pluviométrie qui a succédé à une très forte sécheresse, et vraisemblablement on peut penser que le climat français pourra ressembler dans certains cas au climat espagnol actuellement. Et donc les collectivités locales qui ont en charge la compétence eau et assainissement se posent la question et prennent le sujet stratégique de la ressource en eau. Le cas de Lille est particulièrement intéressant parce que c'est une très grande métropole européenne, qui on peut peut-être faire. Hop, je vais le faire si tu veux. Voilà. Alors on revient là. Ah, alors oui, on a lancé la vidéo. Est-ce qu'on le fait tout de suite? Merci. On a préparé on voudrait vous diffuser une vidéo qui montre la parole à la fois de l'autorité organisatrice et de l'opérateur sur le cas de Lille, qui est assez illustrative. Mais peut-être avant de la lancer, vous dire que la métropole de Lille, donc qui est une très grande métropole française, a fait le constat de la baisse des niveaux des nappes très importante, de la succession pratiquement chaque année des arrêtés sécheresse, et en même temps de son expansion, j'ai envie de dire démographique et en termes d'activité économique, à tel point qu'elle se retrouve face à un dilemme qui est de savoir comment elle va pouvoir économiser sur la ressource, comment elle va pouvoir faire baisser les prélèvements de l'ensemble des préleveurs sur la ressource. Et du coup, elle a souhaité intégrer, dans le cadre d'un appel d'offres qui a eu lieu il y a un peu plus d'1 an, des objectifs très ambitieux, je pense assez uniques en tout cas dans la vision à 360 degrés qu'elle a, de la baisse de prélèvement, et comment elle va mobiliser l'opérateur, en l'occurrence Veolia qui a gagné l'appel d'offres, à travers ces objectifs. Donc on peut peut-être regarder ce film dans lequel les élus de la métropole s'expriment. En 6 ans, nous avons perdu plus de 25% du niveau de nos nappes. Notre enjeu, c'est de recharger toutes les nappes phréatiques. Je m'appelle Alain Bézirard et je suis vice-président de la métropole européenne de Lille et maire de Erquinghem-Lys. Il ne pleut plus assez ou il ne pleut plus de la bonne manière. C'est une pluie qui est trop rapide, donc qui n'arrive pas à s'infiltrer dans le sol. On n'a pas d'hiver assez froid, donc la végétation ne se ralentit pas, elle consomme de l'eau, et de l'eau qui, évidemment, ne va pas dans nos nappes. Oui, le Nord se trouve effectivement en situation de stress hydrique. Je suis Jean-Philippe Messring, directeur général de la société Ileo et directeur territoire Lille Métropole de Veolia. Ileo, délégataire de services publics, gère la distribution de l'eau dans 66 communes de la métropole européenne de Lille. Pour la première fois, nous n'allons pas adosser notre modèle économique à l'augmentation de la consommation. Il va falloir qu'on revisite la totalité de notre approche en considérant que nous devons baisser les consommations. Jusque maintenant, tous les opérateurs, plus ils vendaient d'eau, plus ils faisaient de recettes. Là, c'est l'inverse. S'ils ne respectent pas leur objectif de baisse d'eau, de consommation d'eau, ils nous achèteront l'eau beaucoup plus cher, 2,5 fois le prix. C'est quand même le premier contrat en France et même européen de ce type-là. Pour une métropole comme la nôtre de 1,2 million d'habitants, c'est quand même 6,5 millions par an de mètres cubes qui doivent être économisés. Sinon, je ne suis pas sûr de pouvoir donner de l'eau à tout le monde dans les années futures. La métropole européenne de Lille a porté très haut les exigences de ce contrat en matière de sobriété hydrique. Il nous a donc fallu y répondre de façon très précise. La sobriété, ça passe par l'instrumentation massive du réseau. Alors sur Lille Métropole, nous allons donc poser environ 350 000 compteurs avec des têtes télérelevées, qui vont permettre des alertes en cas de fuite. Des compteurs qui ont pour vocation de mesurer ou de repérer les fuites en amont et en aval du compteur. Toute une série de prélocalisateurs de fuite, environ 5 000.
L'ensemble de ces instruments vont conduire évidemment à une massification de la remontée des données. Il va donc falloir analyser ces données et à organiser et cibler nos interventions sur le terrain. Il ne s'agit pas seulement de limiter les dégâts causés par les fuites, il s'agit avant tout de préserver la ressource. Nous sommes attendus, non plus pour une action pertinente aux bornes du patrimoine qui nous est concédé, c'est-à-dire 4200 km de canalisation, on est attendu sur ce qui se passe en amont pour s'assurer que la ressource en eau est préservée depuis sa source. Nous allons également accompagner la totalité de la population par des actions de pédagogie pour non seulement distribuer des kits hydroéconomes, mais également en expliquer le fonctionnement. Il s'agit de modifier les habitudes de consommation de toute une population. Le consommateur, s'il va bien dans l'économie, au minimum, il n'aura pas d'augmentation de ses factures. Et il peut baisser effectivement sa facture. Chacun a un rôle à jouer. Les abonnés au service de l'eau, les bailleurs, les industriels. Pour un contrat aussi innovant comme c'est une première, évidemment que nous sommes fiers d'être les leaders de ce contrat-là. La preuve, c'est que toutes les autres collectivités viennent nous voir, nationales comme internationales. Et c'est un contrat qui est dur, qui est draconien, mais qui est un objectif clair et précis, de façon à ce qu'on puisse se dire, dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura encore de l'eau sur le territoire de la métropole. Très bien, donc vous voyez cette vidéo qui a été faite en collaboration avec Intercommunalité de France, qui est l'association qui regroupe les intercommunalités. Beaucoup de choses donc ont déjà été dites et vous l'avez vu dans la vidéo, mais je vais essayer de vous présenter très schématiquement le principe. Alors, premier élément qui est très important et structurant dans le cas de la métropole lilloise, c'est que ce qu'on appelle la MEL, donc la métropole européenne de Lille, la MEL gère en régie sa production d'eau. Et donc, ce contrat de délégation de service public est un contrat de distribution de l'eau, ce qui veut dire qu'il emporte à la fois toutes les tâches techniques et opérationnelles pour la distribution de l'eau et toute la gestion évidemment des abonnés. Donc ce contrat, comme vous le voyez sur le slide, est un contrat d'une dizaine d'années. Il concerne 330 000 clients, donc beaucoup plus de foyers puisqu'on a quelques évidemment de l'habitation verticale. Ce que je vous ai dit en introduction, pour le creuser un tout petit peu, la problématique des ressources en eau à Lille, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle est illustrative d'un certain nombre de phénomènes qu'on constate en France. Premier élément, j'ai presque envie de dire, c'est Lille. Et on aurait pu s'attendre à dire tiens, on va aller voir à Marseille ou à Nice la raréfaction de la ressource. Non, la ressource, elle se raréfie également dans le nord de la France, dans l'ouest de la France et en beaucoup d'endroits, en Vendée notamment, où il y a d'autres types d'innovations qui se produisent. Et donc on voit que ce territoire français, il est en tension et qu'il a été notamment alerté à l'été 2022, puisque ça a été une période de sécheresse très forte, comme on en avait peu connu avant. Et à l'été 2022, il y a eu pas mal de communes, alors plutôt des petites communes, souvent pas gérées d'ailleurs par un opérateur privés, mais qui ont subi des interruptions d'alimentation en eau. Et quand on subit des interruptions d'alimentation en eau, tout de suite, je dirais que les choses se déclenchent dans la prise de conscience de la rareté de l'eau, que ce soit pour les populations comme pour les activités économiques. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut pas avoir de tourisme sans eau, on ne peut pas avoir d'activité, redéployer des activités économiques, refaire venir de l'activité sur le territoire, l'emploi, si on manque d'eau. Donc il y a eu vraiment un avant et un après, et je pense que ce contrat de Lille l'illustre évidemment. Et puis le nord de la France est une région dynamique en termes économiques. Vous le voyez, il y a des projections à 5%, plus 5% d'activité économique dans le SCOT, et donc un effet ciseau entre la perspective de ressources de plus en plus rares et un territoire qui se développe. Alors, ce nouveau contrat de concession s'inscrit donc dans ce contexte. Il y a eu un appel d'offres, il a été gagné par Veolia, qui a créé immédiatement une société dédiée, ce qui était un des critères d'attribution du contrat. Donc une société dédiée qui est
je dirais, rattaché au contrat de délégation de service public, qui a pour vocation de vivre avec le contrat de service public et dans lequel on va loger un certain nombre de moyens. Premier objectif très clair, en gros, moins 10% de prélèvement sur l'ensemble comme objectif de performance à atteindre sur la période. Moins 10%, c'est, je dirais, atteignable lorsqu'on est à flux constant de population et autres. Lorsqu'on a une croissance de la population ou des activités qui est de l'ordre de 1% par an, vous voyez qu'au bout de 10 ans, il y a quand même, l'écart est très important. Et ça représente 65 millions de mètres cubes que Veolia va devoir économiser sur la ressource en eau. Alors ça, comment la métropole de Lille a designé le contrat avec, je dirais, dans la phase d'attribution du contrat dans lequel il y a eu des échanges entre les équipes de Veolia qui présentaient leur offre et la MEL, eh bien de manière avec un dispositif assez unique qui est en effet, et le vice-président l'a rappelé, le fait d'augmenter le prix de cession de la régie de production d'eau de la MEL vers son opérateur privé Veolia. Et donc c'est un système finalement assez simple qui dit si vous n'atteignez pas un certain niveau de performance qui vous permet de contenir les achats d'eau à Lille Métropole dans une certaine quantité, à ce moment-là, le prix de l'eau va être multiplié par 2 ou 2,5. Quand on fait ça, ça veut dire que quand on dit que les recettes de l'opérateur sont assises là-dessus, pour être très précis, en tout cas, le résultat économique l'est certainement. C'est-à-dire que si vous dépassez ce montant de mètres cubes acheté à la MEL, bien évidemment, vous ne pourrez pas avoir un résultat positif. Et donc, ça met en tension tout le service, et y compris évidemment la société dédiée, pour atteindre cet objectif. Il y a un point d'ailleurs qui est intéressant, c'est que lors de l'appel d'offres, Veolia a surpassé l'objectif qui était demandé. C'est-à-dire que ce qui a fait remporter le contrat ou une bonne partie des raisons de la victoire sur ce contrat a été le fait de dire, eh bien nous on va s'engager à atteindre ces objectifs beaucoup plus vite. Et comment on y arrive? Eh ben on y arrive par 2 moyens essentiels. Le premier, c'est l'efficacité de l'opérateur qui va à la fois réduire les fuites. Aujourd'hui, on a des taux de rendement de réseau qui sont de l'ordre de 85%. On a donc des taux de fuite qui doivent être de l'ordre de 15%, mais des objectifs très ambitieux. Avec, c'est montré dans la vidéo, le recours à de la technologie, c'est-à-dire des capteurs qu'on va poser beaucoup de capteurs qu'on va poser sur les réseaux d'eau potable pour détecter les fuites et intervenir beaucoup plus rapidement. Avec un accompagnement très important sur les consommations d'eau, c'est-à-dire que le contrat de la MEL va emporter le fait de scanner tous les consommateurs d'eau, les plus grands comme les plus petits, pour accompagner notamment les plus grands, mais pas que, dans le cadre de conventions de sobriété. On va signer des conventions avec les plus gros consommateurs pour les accompagner dans des réductions de consommation. Ça veut dire que en ce moment même, les équipes d'Ileo, c'est le nom de la société dédiée, sont en contact des différentes communes que compose la MEL pour aller diagnostiquer, notamment dans les bâtiments communaux, comment on pourrait faire pour réduire les consommations d'eau. Pour ce qui est je dirais des consommateurs domestiques, eh ben ceux-là vont être accompagnés avec des coachs consommation, avec des kits hydroéconomes, et on va s'appuyer là-dessus sur les sciences comportementales pour essayer d'accompagner les consommateurs dans une moindre consommation. Et on voit que quand on fait ça, enfin en tout cas nous on l'a vu dans d'autres cas, eh bien on obtient des résultats qui sont très conséquents et qui vont permettre certainement à la MEL de passer ce cap qui est d'à la fois de ne pas renoncer à son développement économique et humain et en même temps de préserver les ressources. Vous voyez d'ailleurs dans la slide un certain nombre d'indicateurs de performance. Vous le savez puisque vous vous intéressez tous, je pense, au partenariat public-privé. Aujourd'hui, il n'y a pas une délégation de service public dans l'eau ou dans l'assainissement qui se signe sans indicateur de performance. Donc là, je vois que c'est intéressant de les regarder, de voir ce que ça veut dire. Quand je vois ceux qui ont été prévus,
ma première remarque est de dire, d'abord, il y a un effort de concision, c'est-à-dire qu'il y en a pas trop. Ça, c'est un peu le drame parfois de certains contrats qui, à force de vouloir tout modéliser, finissent par perdre un peu le contractant et enfin les deux contractants. Là, en tout cas, on voit qu'on en a une lisibilité qui est assez forte, à la fois sur les économies d'eau, le déploiement de la télérelève, les conventions sobriété, évidemment l'indice de perte linéaire en eau, mais aussi sur l'atténuation du changement climatique avec un critère de bilan de gaz à effet de serre, la gestion des impayés, ce qui est intéressant puisque en France il y a quand même un sujet qui mobilise beaucoup les collectivités en ce moment. Il y a eu une table ronde récemment au Sénat sur la montée des impayés. Et cette montée des impayés, elle est d'ailleurs plus forte dans le monde de la gestion directe que dans le monde de la gestion déléguée. Mais voilà, elle préoccupe beaucoup les collectivités locales parce qu'elles se retrouvent là aussi face à la fois à des investissements à faire, Stéphane l'a rappelé, qui sont très conséquents, à la fois à des effets de l'inflation avec des prix de l'énergie qui ont beaucoup augmenté, mais pas que, les produits de traitement, les canalisations, etc. Et en même temps des taux d'impayés qui ont plutôt tendance à monter. Et puis dernier pavé de performance identifié dans le contrat, le service à l'usager, c'est-à-dire à la fois des satisfactions, un taux de satisfaction, un taux de qualité, des réclamations faibles, etc., etc. Mais la plus grosse des innovations est quand même bien le fait d'avoir agi sur la vente d'eau en gros au délégataire pour s'assurer de sa motivation absolue, ce dont je vous assure. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? J'en ai parlé rapidement, mais les chiffres sont quand même assez impressionnants. Hein, quand on dit 550 000 kits hydroéconomes qui vont être mis en place, 120 conventions de sobriété, ça veut dire que ce sont des objectifs, et y compris les 65 millions évidemment de mètres cubes à économiser, qui sont vraiment je dirais hors norme par rapport à la taille du contrat et qui pour moi illustre un peu le meilleur de ce qu'on peut comprendre d'un partenariat entre le public et le privé. Je trouve que le film l'illustre bien, c'est-à-dire que on voit quand même un vice-président dont on perçoit l'expertise et la vision de la collectivité sur ces sujets de qualité d'eau, hein, enfin pardon, de quantité d'eau. On peut pas dire qu'il soit à la traîne de son délégataire dans la perception des choses, pas du tout. C'est l'expression même d'une collectivité locale qui est aux commandes de son service public et qui, en fixant des objectifs ambitieux à son délégataire, mobilise tous les savoir-faire de l'entreprise, dont on a vu quelques témoignages, vers l'objectif qui est affiché. Alors après, un service également innovant en termes de pouvoir d'achat, c'est une constante dans les services publics d'eau. Il y a quand même cette préoccupation, même si les prix sont relativement contenus, d'avoir une attention pour les plus démunis. C'est assez courant de la part des collectivités. Et vous voyez que, on pourra peut-être le redétailler dans les questions, mais en tout cas, on a un montant supérieur à 1 million d'aides de mesures solidaires qui vont se faire à la fois à travers les fonds de solidarité logement, mais aussi à travers le fait d'apporter une aide directe aux personnes dont la facture d'eau dépasserait 3% du revenu. Donc ça c'est en tout cas quelque chose qui avait été déjà fait ailleurs, mais qui est très peu quand même développé. Le fait de réussir à récupérer les données de la CAF, qui va désigner au service public les personnes à aider et le versement à ces personnes d'un montant qui va permettre de plafonner la dépense en eau à 3% du budget, et c'est un montant qui d'ailleurs n'est pas affecté parce que on a toujours ce problème dans ces cas-là des personnes qui sont dans des logements collectifs et qui ne reçoivent pas de facture d'eau. Donc on voit là une attention en tout cas particulière de l'île métropole et de son opérateur vis-à-vis de ces personnes, et également des services d'aide plus personnalisés aux consommations d'eau. J'ai appuyé sur un truc, non, c'est que je suis presque à la fin.
Voilà. Donc, ce que je pourrais dire en conclusion, avant de passer peut-être la parole aux questions, à la fois de Stéphane et de la salle, c'est que je trouve que ce contrat, qui est un contrat particulier, en effet très ambitieux, est quand même pour moi l'illustration, je dirais, du meilleur de ce que peut demander une collectivité locale à son opérateur, c'est-à-dire vraiment l'analyse des objectifs de performance du service public. Ça vaut dans l'eau potable, ça peut valoir dans l'assainissement, une vision très complète de ce que ça doit être, bien aidé en cela évidemment par un certain nombre de bureaux d'études qui ont aidé la MEL, et puis une consultation qui a permis de tirer par la compétition, et on y tient, je sais, beaucoup dans cette salle, qui a permis de tirer le meilleur de ce qu'on peut attendre de l'entreprise, et une entreprise qui est mobilisée et évidemment satisfaite d'opérer un tel service. Le mien doit fonctionner aussi. Merci beaucoup Tristan pour cette présentation. Alors j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit, pas parce que c'était confus et pas clair, hein, mais simplement parce que voilà, c'est une question qui m'intéresse. Peut-être la première concerne la soutenabilité économique pour Veolia et pour la collectivité en général. C'est-à-dire d'un côté vous avez des objectifs de réduction des quantités d'eau distribuées, des objectifs de réduction des quantités d'eau prélevées, donc des investissements à mettre en place qui sont à votre charge, les compteurs dont on a parlé là. Et vous avez de fortes pénalités si vous n'atteignez pas les objectifs. Mais du coup, comment vous vous y retrouvez? Est-ce que le tarif de l'eau a augmenté drastiquement pour compenser ça? Et plus largement, la collectivité, comment elle s'y retrouve aussi, puisque les recettes du service sont amenées à décroître si vous arrivez à atteindre vos objectifs? Absolument. Alors c'est vrai que là il y a un changement de paradigme assez radical, mais finalement qui se résout. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment on l'a souligné, je crois que les élus l'ont dit, on est dans un système en France qui est pas spécifique aux délégations de services publics. À partir du moment où on a le fait que l'eau paye l'eau et une forte part de la facture d'eau qui est proportionnelle au volume, en tout cas en fonction du volume, évidemment que les services publics d'eau dans leur généralité, comme ceux d'assainissement, ont plus de rémunération et plus de moyens quand il y a plus de consommation. J'ai envie de dire que là c'est un peu aussi tout l'intérêt de la mise en concurrence, parce que à partir du moment où on fait évoluer les objectifs du service public, avant le service public, son objectif principal c'était je veux de la qualité de l'eau, je veux de la continuité de service, je veux des clients satisfaits, etc., etc. Maintenant il y a un nouvel objectif qui est je veux de la sobriété dans les prélèvements d'eau. À partir de ce moment où, cet objectif est clairement énoncé par la collectivité, à partir du moment où elle a clairement donné finalement une courbe et un objectif de baisse des prélèvements, l'appel d'offres étant fondé sur ces bases, les différents offrants à l'appel d'offres vont calculer leur prix en fonction de ça. Du coup, ça pose, enfin, il y a plusieurs questions dans plusieurs sous-sujets dans ta question, Stéphane, mais globalement, l'équilibre économique, du côté de l'opérateur, on doit pouvoir l'atteindre. Après, il y a le sujet des pénalités, etc. Bon, bah là, les pénalités, il faut être confiant dans la compétence que nous avons, en tout cas quand on s'appelle Veolia, pour atteindre ces objectifs, en se disant, évidemment, que avoir un résultat économique positif va passer par l'atteinte des objectifs. Mais finalement, c'est assez en ligne avec notre raison d'être, parce que notre raison d'être, c'est celle, en gros, si je devais la résumer, elle dit que pour être, je dirais, rentable économiquement, on doit être apporteur de solutions et on doit apporter aux parties prenantes. Et donc de se dire qu'on est utile, non pas parce qu'on gagne de l'argent, mais parce qu'on apporte à nos parties prenantes, et c'est parce qu'on apporte aux parties prenantes qu'en conséquence, on sera une entreprise prospère. Donc je trouve que ce contrat, il illustre parfaitement cette vision, mais après, ça posera à terme, je pense, le sujet globalement du niveau de prix de l'eau, tu as raison, parce que l'île métropole se retrouve en effet dans ce paradigme qui est que elle a fixé un objectif finalement de moins céder de l'eau qu'elle produit. Donc ça l'amène aussi certainement
à s'interroger sur l'efficacité du système de production, quel est mon coût de production, comment est-ce que je le maîtrise, etc. Et donc c'est forcément tout ça est forcément positif. À ma connaissance, Stéphane, je ne crois pas que le prix ait beaucoup augmenté. Enfin, j'en ai pas entendu parler lors de l'appel d'offres, mais c'est un peu notre là aussi notre raison d'être que de réussir à chaque fois à améliorer la qualité avec une forme de maîtrise du prix de l'eau. Alors, je vais reposer ma question d'une manière un peu différente. En gros, si j'ai bien compris, du côté Veolia, vous avez en charge de détecter les fuites avec les compteurs. De l'autre, la collectivité a en charge d'investir sur le réseau pour réduire ses fuites, puisque les gros investissements vont rester à la charge de la collectivité. C'est-à-dire qu'une partie du tarif va aller vers la collectivité pour ces gros investissements. Or, si les recettes diminuent, elles auront d'autant moins intérêt ou de possibilités pour investir. Et au final, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs, non pas parce que vous n'avez pas détecté les fuites, mais parce qu'elles n'ont pas fait le job correctement. D'ailleurs, comment on va déterminer au moment de regarder les résultats si c'est plutôt la collectivité qui n'a pas investi à votre demande aux bons endroits là où il y avait des fuites, ou si c'est plutôt vous qui n'avez pas détecté convenablement les fuites? Alors d'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'entre l'île Métropole et Veolia, l'histoire va bien se passer. Donc malheureusement, on se posera pas la question. Et pour être plus sérieux, tu as raison. Il y a une part, bon, dans les investissements qu'il y a réalisés, il y a une part, je dirais, en termes d'infrastructure, qui incombe à l'autorité organisatrice, comme assez régulièrement, je dirais en France. C'est-à-dire que s'il s'agit de changer des grosses canalisations, etc., de faire du renouvellement patrimonial, c'est à la charge de l'autorité organisatrice. Mais notre contrat embarque aussi un certain nombre d'investissements faits par Veolia, notamment pour atteindre les performances, et on l'a dit, le déploiement du télérelevé, le déploiement des sondes sur les réseaux d'eau, et donc il y a quand même une bonne partie qui est à de notre fait. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce sujet, mais je dirais c'est un sujet qui apparaît lorsque les parties, enfin, soit lorsque les performances ne sont pas au rendez-vous, soit lorsque les parties n'ont pas, je pense, ce niveau de maturité de conception et de design d'un partenariat public-privé. C'est-à-dire que si rien n'est dit et qu'on se lance là-dedans, évidemment qu'au bout d'un moment on va dire tiens, ben, on n'atteint pas les résultats, mais enfin c'était peut-être à vous d'investir, et puis l'opérateur va dire oui mais vous m'avez pas donné les moyens d'investir. Là il n'y a pas de doute là-dessus. Veolia dans son offre a mis le nombre de compteurs télérelevés et le rythme auquel il allait le déployer. On a annoncé ce qu'on allait faire en termes de prestations après compteur pour faire des économies d'eau, etc., etc. Et tout ça a été quantifié en nombre et en euros dans les charges du délégataire. Donc je pense qu'on est à un niveau de maturité de relation entre l'autorité organisatrice et l'opérateur qui va nous affranchir de ce type de risque. Alors, une autre question concerne une autre originalité du contrat. Alors tu as insisté sur le fait que c'était un contrat simple, notamment en regardant les indicateurs de performance, une quinzaine, c'est ça? Une quinzaine d'indicateurs de performance. On a eu une présentation cet après-midi sur sur l'ancien contrat du CEDIF, ou sur les deux en fait. Hein. Et il me semble que sur le nouveau contrat du CEDIF, on parlait de 150 indicateurs de performance. Donc effectivement, là, en termes de simplification, il n'y a pas de doute. En même temps, ce qui est un peu original, alors il y a longtemps que je n'ai pas regardé les données, mais il me semble que c'est un peu un cas particulier que d'avoir production et distribution dissociées. Généralement, on a des contrats uniques pour les deux, à ma connaissance. Et je me pose la question de savoir quel est l'intérêt de faire ça. Alors, dans la petite vidéo, on voit bien, oui, nous, on produit l'eau, et donc si vous demandez à avoir trop d'eau, au-dessus d'un certain niveau qu'on a fixé avec vous, le prix va être multiplié par 2,5. Qu'est-ce qui empêchait de vous donner à la fois la production et la distribution? Et si vous preniez trop d'eau par rapport à un niveau fixé, vous fixez une pénalité qui correspondrait à ce dont on vient de parler là. Je pense que nous donner la production et la distribution, c'est une bonne préconisation que nous faisons nôtre. Mais pour être sérieux, la métropole de Lille a une histoire en fait, et cette histoire, elle est celle un peu d'une exception qui a été que les ouvrages de production d'eau étaient à l'époque propriété du délégataire de l'époque qui était Suez. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu ce débat au sein de la métropole de Lille pour d'abord reprendre
la propriété des infrastructures de production d'eau, et dans un débat qui était forcément politique, je l'imagine que Lille, à la fois voulant bénéficier de l'apport et un peu de l'arsène, de l'apport de ce que pouvait lui apporter un opérateur privé, tout en affirmant sa maîtrise de la sa maîtrise de l'outil de production, voilà ce qui a amené à finalement des modes de gestion différents entre production et distribution. Alors ça existe ailleurs, hein, il y a des cas comme ça, c'est plutôt rare. Et le sujet, c'est que de ce fait-là, ça a facilité les choses en termes de rédaction contractuelle. Mais la question qu'on doit se poser, c'est évidemment dans un cas plus général où une délégation de service public assume les missions et compétences à la fois de production, de distribution, de gestion de la clientèle, et on fait un paquet unique, ce qui est le cas très largement répandu. Comment est-ce qu'on peut faire ce type d'incitation à la consommation raisonnée des ressources en eau, et à mon avis c'est assez faisable. Faut designer des contrats pour ça, mais il est vrai que dans le cas de Lille, ça a été facilité, avec une difficulté quand même du coup pour Lille, c'est qu'en effet elle va se retrouver avec des recettes de la collectivité qui peuvent varier fortement en fonction des variations. Mais je pense que le contrat de Lille peut se décliner dans des contrats qui dans des modes qui sont beaucoup plus intégrés. Alors, je comprends bien que du point de vue de Veolia, ce serait intéressant d'avoir la production et la distribution à la fois. Et en même temps, je me pose la question de savoir ce qui a drivé le choix de la métropole de Lille d'aller vers une concession, sachant que dans le même temps, on entend régulièrement, pas généralement, on entend régulièrement dans les interviews de certaines personnes qui ont peut-être des idées préconçues que pour aller vraiment vers des modèles plus sobres, et notamment des modèles qui intégreraient à la fois le petit cycle et le grand cycle de l'eau, c'est plutôt la régie qui est la solution optimale et pas tellement la concession. Donc est-ce que déjà, est-ce que vous avez une idée des paramètres essentiels qui ont amené la métropole de Lille à aller vers le contrat de concession, et ensuite en termes d'intégration des problèmes plus largement liés au grand cycle de l'eau, est-ce qu'il y a des choses particulières dans ce contrat ou pas? Alors pour répondre à ta première question, je pense que ce qui a fondé la décision de Lille Métropole de repartir dans une délégation de service public, c'est la satisfaction qu'ils avaient du précédent contrat. Et c'est souvent le cas, c'est-à-dire que en tout cas quand les élus, ce qui est le cas très général, et on a des taux de satisfaction élevés, sont satisfaits du contrat, il n'y a pas d'intérêt particulier pour eux d'aller retourner en régie. D'autre part, quand on fait preuve d'une forme de, j'ai envie de dire, d'objectivité et de peu de dogmatisme, force est de constater que de toute façon les délégations de services publics protègent mieux les ressources que la gestion directe, et ça se voit par exemple dans les indicateurs publiés par l'Office français de la biodiversité. Si vous comparez par exemple les taux de fuite des régies par rapport à celles des délégations de services publics, vous voyez que les délégations de services publics sont à des niveaux supérieurs, que ce soit en taux de fuite, en mètres linéaires, etc. Et ce qui est vrai là est vrai aussi d'ailleurs sur la qualité d'eau ou un certain nombre de services. Donc je pense que ce qui motive aujourd'hui, ce qui a motivé la métropole de Lille, qui est d'ailleurs pas du tout une exception, puisque j'ai envie de dire que 95% des délégations de services publics se renouvellent dans d'autres délégations de services publics. Je pense que la clé pour nous, c'est la satisfaction. La satisfaction, c'est ce qui fait à la fois que ça leur donne envie de repartir en délégation de services publics, et certainement de repartir avec l'opérateur qui était le Santan. Alors sur le grand cycle, d'abord pour dire que quand on dit la régie est le moyen le plus efficace de gérer grand cycle et petit cycle, enfin là quand on dit ça, puisque je suis devant un public averti, on nommait un rôle essentiel qui est celui des autorités organisatrices. C'est pas le mode de gestion qui va faire la politique de l'eau. La politique de l'eau, la politique articulée entre grand cycle et petit cycle, c'est une vision des communes, des métropoles, des regroupements de communes. Après, ces métropoles, ces regroupements de communes, elles ont tout intérêt à choisir
l'opérateur le plus efficace qui mettra en œuvre leur politique. Mais pour revenir plus précisément à la question, sur le grand cycle, eh bien, ce qui se passe, c'est que, évidemment, quand Lille a cet objectif de réduction de ses prélèvements, ça va bénéficier plus largement qu'à la métropole de Lille. Et on voit d'ailleurs que même sur la métropole de Lille, il y a des parties d'ailleurs qui sont gérées en gestion directe, à travers un opérateur qui s'appelle Noréad. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la performance de la partie en délégation de service entraîne la partie en régie, notamment par exemple dans la comparaison du déploiement du télérelevé. Et si vous voulez, au bout d'un moment, ça tire vers le haut un peu l'ensemble du système, et moi je trouve que c'est positif pour tout le monde. Alors peut-être une dernière question. Il me semble que dans la vidéo, c'était abordé par un des intervenants sur le fait que ce contrat servait de référence pour beaucoup de collectivités, même à l'étranger. On venait voir un petit peu comment ça se passait. Ça m'a un peu rappelé le contrat de Brive qui a été signé par Suez il y a maintenant 5, 6, 7 ans, je suis pas trop sûr, qui était présenté aussi comme une innovation pour des raisons un peu similaires d'ailleurs, mais bon, qui est quand même assez différent. Mais c'est pas parce que c'était présenté comme une innovation radicale et quelque chose qui allait forcément donner des bons résultats que finalement ça s'est développé, qu'on l'a retrouvé dans beaucoup de collectivités, beaucoup de services. Donc du coup, ma question c'est est-ce qu'on doit s'attendre à une multiplication de ce type de contrat, ou est-ce que ça va rester circonscrit au cas de Lille pour des raisons techniques qui sont propres à la métropole? Il y a que des bonnes questions. Que des bonnes. Ah, c'est pas fini. Alors, c'est vrai que l'élu dit ça. Moi, je crois que je suis plutôt optimiste sur la capacité à propager ce type de bonnes pratiques. D'abord parce que nous, on en fait la promotion, parce que les élus locaux en font la promotion, parce qu'il y a un acteur qui est important. Alors, je dois avouer ne plus savoir qui est intervenu précisément sur l'appel d'offres, mais ce sont tous les bureaux d'études, assistants à maîtrise d'ouvrage et autres, qui sont eux aussi dans un monde, je vous le disais tout à l'heure, concurrentiel, et qui vont aller voir les collectivités locales pour leur dire voilà, regardez ce que moi j'ai fait à Lille, je peux vous le faire ailleurs, etc. Et du coup, il y a un effet de propagation de ce type de choses. Deuxième élément, il y a une réforme des redevances des agences de l'eau qui arrive, qui va s'appliquer très prochainement. Et cette réforme des redevances des agences de l'eau va moduler le niveau des redevances en fonction de la performance des services. Et ça, pour nous, c'est important parce que ça va être la reconnaissance des meilleurs services. C'est un sujet qui est demandé d'ailleurs beaucoup par les élus locaux qui se disent finalement on a l'impression quand on performe, il n'y a personne pour souligner la performance. Et le fait que dans les indicateurs de performance, il y ait par exemple des sujets qui vont être liés au niveau de fuite, ça va faire en sorte que les collectivités locales vont avoir envie d'inciter l'opérateur à une plus grande performance. Et ils vont y avoir envie parce qu'ils vont avoir un signal prix qui va en découler. C'est-à-dire que moins on aura de fuite, plus la redevance de l'agence de l'eau sera basse. Et donc je pense qu'il y a, alors ça se fait peut-être relativement lentement, mais je trouve surtout que plutôt qu'un modèle unique, il y a beaucoup de coûts humains dans les territoires. Tu as cité Brive qui est un excellent exemple. On a cité le Cédif qui en est un autre. On a Perpignan, on fait autre chose. Et je trouve que finalement cette multiplicité de solutions, coûts humains qui découlent directement de la demande des collectivités, moi je trouve ça beaucoup plus satisfaisant que d'imaginer un modèle unique qui s'appliquerait à tout le monde, parce que même si les problématiques sont assez transversales, chaque territoire a ses particularités. Je vous propose de clore ce séminaire maintenant. Un grand merci Tristan. Merci.